Amal, j'espère que tu vas bien. Alors, on te reçoit aujourd'hui sur la chaîne pour parler de ton livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, Louve musulmane. Donc, un livre qui m'a particulièrement marqué pour un témoignage parce que c'est un livre en fait qui montre que tu es en même temps une louve, effectivement, mais une survivante aussi. Et donc, voilà pourquoi je t'ai invité et je t'ai invité à cette interview. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? D'accord, donc je m'appelle Amalia Tracy, je suis Ouais, maman de 4 enfants. Je suis née à Bourges, scolarisée à l'école de la République. Nous avons fugué, mes sœurs et moi, à l'âge de… J'avais 13 ans, donc je suivais un petit peu le mouvement sans savoir de quoi il s'agissait. Elles voulaient devenir… Elles étaient tombées sur un reportage de Madonna dont on parlait d'elle, de son histoire. Et l'animateur disait qu'elle avait fui son papa qui était violent, ce qui était notre cas, donc ça nous parlait. Qu'elle était partie sur Paris sans argent, qu'elle avait fugué et qu'elle avait réussi à devenir Madonna. Nous étions naïves, nous étions très jeunes et nous y avons vraiment cru. Donc mes deux sœurs ont commencé, après une préparait la chorégraphie, l'autre dansait, l'autre chantait, mais c'était catastrophique, c'était chaotique. Mais on y croyait vraiment, on avait besoin d'un exutoire, je pense. Devant de tant de violence au niveau familial, on avait besoin de croire en quelque chose. Donc nous alors avons juste, décidé… vas-y, Oui. vas-y, pardon. Donc, nous avons décidé de fuguer de Rosières. C'est un village ouvrier qui est à 16 kilomètres de Bourges. D'accord. Nous sommes partis, nous avons pris les chemins d'autostop en autostop et nous sommes arrivés, nous pensions arriver à Paris. Tour Eiffel, Trocadéro, un écriteau, il y aurait écrit Paris. Nous sommes arrivés porte de Vanves à 3 heures du matin. Et là, le périple commence et puis les ennuis commencent. D'accord. Et du coup, ouais, donc tu t'es présenté, tu es de quelle génération, sans nous dire vraiment ton âge, mais savoir un petit peu de quelle génération tu es pour qu'on sache te situer en France, si tu es plutôt de la génération des années 90, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Le Club Dorothée, Voilà, ok. Eh ben, ça nous parle à ça nous tous. parle à tous. Ouais, tout à fait. Ok, pas de souci. Et du coup, tu as des parents qui sont, alors je le dis parce que je l'ai vu dans le livre, hein, c'est pas pour t'assigner à identité, mais parce que je l'ai lu dans ton livre, tu as des parents qui sont d'origine maghrébine. Je te laisse nous préciser ça, puis peut-être l'influence que ça a eu du coup sur ta vie d'enfant, en tout cas, dans un premier temps. Mes parents sont tous les deux d'origine maghrébine, donc marocain, Ouais, berbère, origine berbère. Nous avons grandi dans un milieu ouvrier, un milieu où il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de détenus autour de nous. À l'extérieur, les gens pensaient que nous étions des filles heureuses, des jeunes filles épanouies, nous jouons à tout. Mais à l'intérieur, c'était vraiment l'enfer. Nous avions, nous, av- Nous avions malgré tout une double culture. Nous fêtions Noël à l'extérieur et l'Aïd à l'intérieur. Donc, ces deux cultures, je pense, dans un sens, m'a nourrie. Que je le ouais, veuille ou non, ces deux cultures m'ont nourrie. On fait de moi ce que je suis aujourd'hui. d'accord. Et donc, du coup, dans le livre, tu fais état d'une enfance pas très heureuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Euh, donc, tu viens de nous en dire en partie les causes, mais du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que déjà, qu'est-ce qui faisait que ton papa vous battait déjà? Pourquoi est-ce qu'il vous battait? Est-ce qu'il y avait de l'alcool? Est-ce qu'il était amer d'être en France? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était peut-être un trait de son caractère? Est-ce que c'était un trait… qu'est-ce qui se passait? Ah, mère d'être en France, non, c'était quelqu'un d'intégré. Ouais? Il parlait pas très bien français au départ, après qu'il a gravi les échelons, qui est devenu chef d'équipe. Hmm. Donc, il avait une équipe, il gérait une équipe, donc il était très bien intégré, en tout cas dans le cercle, dans une usine rosière, c'était une usine d'électroménager. Ouais. Il a su se faire tout seul, il a pu gravir les échelons, donc ça, je peux que le féliciter pour ça. Il pratiquait un islam, on va dire, assez modéré, donc il buvait quand il buvait, c'était un alcoolique, donc il buvait. D'après la religion, ça je ne l'ai pas vérifié, mais on arrête de boire 40 jours avant le ramadan. Donc il a arrêté vraiment de boire 40 jours avant le ramadan. Il pratiquait un ramadan strict. Nous Ouais. n'étions pas voilés. Ma mère n'était pas voilée. À l'époque, c'est des choses qu'on ne voyait pas beaucoup. Ouais. Mon père a été conditionné, formaté par le fait qu'il fallait absolument avoir le premier enfant, ça devait être un garçon, Ouais. le chef de famille. Et les filles pouvaient venir après, ça ne posait pas de problème. Ouais. Sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas choisir. Donc, ma première sœur est née, et là, ça a vraiment été la dégringolade. Mais vraiment, mon père l'a très, très mal pris.
Avant, il n'y avait pas de téléphone comme maintenant, de Skype, de WhatsApp. Donc, on envoyait un télégramme pour dire, ben voilà, j'ai eu un enfant, c'est une fille. La famille paternelle est allée devant ma famille maternelle au Maroc et elle criait, mon frère a eu une petite fille, j'espère que Allah va lui enlever. Donc, ça a été pris, ça a été perçu comme ça. C'est hyper violent ce que tu nous racontes. Ça veut dire qu'il y a une vraie, pas détestation des filles, mais une vraie infériorisation dans l'appréhension des filles, puisqu'elles peuvent venir après. Donc, c'est pas forcément néfaste, mais pas en premier. C'est ça. Non, Donc, il y a une vraie hiérarchie entre les hommes et les femmes, quoi. tout à fait, parce que le garçon doit en principe surveiller sa sœur, de par ses fréquentations, de par qu'elle puisse garder sa pseudo-virginité. Ouais, Et comme tu l'as très bien dit, les filles peuvent venir après, ça ne pose pas de problème, mais surtout pas en premier. ouais. Donc, en gros, ouais, comment dire, ça perpétue l'image du garçon chef de famille, donc le frère, le grand frère qui veille sur la fierté de la famille, qui malheureusement, souvent dans ces milieux-là, se trouve entre les cuisses des sœurs et des mères, etc. Tout à fait. Tout à fait. Et qui surveille D'accord. surtout ça. Et ce qui surveille surtout, qu'elle a pour surveiller, qu'elle a pour corriger si éventuellement la sœur part un petit peu, ne se comporte pas bien. Et si la sœur prend la clé, ben, personne ne trouve rien à dire, c'est tout à fait normal. Et du coup, tu as des frères, toi? Enfin, J'ai je deux pose la frères, oui. question à dessein, je le sais, hein, mais c'est pour que tu puisses en parler, justement. Je suis troisième de la fratrie, donc quatre sœurs, nous sommes quatre sœurs et deux frères. D'accord. Et tu as un grand frère au-dessus de toi ou c'est que des sœurs avant toi? Je suis la troisième, donc deux sœurs avant moi. Deux sœurs avant toi. Donc, tu n'as pas eu ce fameux grand frère pour te surveiller. Non, Heureusement, du tout. peut-être. Ouais, Nous avons un an de différence, mon frère et moi. Et d'accord. c'est pas du tout le garçon qui va surveiller sa sœur. Pas du tout. Il allait en boîte avec moi, il faisait des bêtises avec moi. Il n'était pas dans. On a essayé de formater, de le conditionner pour qu'il soit comme ça, mais il n'a jamais été comme ça. Et du coup, il y avait une vraie complicité entre vous. Et qu'est-ce qui a fait que, selon toi, il n'a pas bu ce formatage? Parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes, on voit aujourd'hui, qui sont de 3, quatrième génération et qui reviennent à cette forme traditionnelle du couple d'abord et puis peut-être de la vision de la société. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, tu penses que ton frère n'a pas, comment dire, n'a pas adhéré en fait à ça? L'école de la République, déjà dans un premier temps, nous étions à l'extérieur, donc on voyait qu'il y avait d'autres schémas à suivre, d'autres conditionnements, et d'autres, enfin, il y avait autre chose. Ça n'avait pas lieu d'être quand on était à l'extérieur. Donc il a été également nourri par ça. Ouais, la double culture du coup, hein. Tout à fait, l'a sauvé, dans un sens. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, oui, tu as vécu des choses extrêmement difficiles. Est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu ça? On va peut-être commencer par ton adolescence. Comment s'est passée ton adolescence? Alors, je te fais dérouler un petit peu ce qu'il y a dans le livre, même si je conseille à tous ceux qui nous regardent d'aller lire le livre parce que vous aurez tous les détails, tout le contexte et que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Mais le témoignage d'Amal me paraît quand même intéressant et c'est pour ça que, eh bien, je lui fais préciser ici. Alors, du coup, ton adolescence, comment elle s'est passée? Comme je vous dis, heureuse à l'extérieur et malheureuse à l'intérieur. D'accord. Je voyais mon père qui voulait absolument un garçon. Donc, je me suis transformée en garçon. Je me suis coupée. J'avais les cheveux très courts. Je m'habillais comme un garçon. Je rejetais tout ce qui était féminin. Je grimpais dans les arbres comme un garçon. Je me battais comme un garçon et avait le comportement d'un garçon, pensant que mon père allait plus m'accepter. Et est-ce que c'est intervenu du coup? Du tout. Donc, je vivais dans une sorte de schizophrénie. Ouais, Non, non, ça n'a pas tu- marché du tout. ouais, ça n'a pas marché du tout. Et est-ce que votre père, il y avait un vrai rejet, je veux dire, envers vous, ou c'était juste qu'il vous parlait pas, etc. Non, il y avait un vrai rejet dans le sens où vous n'étiez pas ses enfants, quoi, pratiquement. Il vous Bah, je pense calculait que pas. je pense que quand on entend notre père nous dire vous avez été chié, c'est Ouais, violent. Vous êtes des qahba, le mot ouais, qahba, ce qui veut dire pute en marocain, revenait très régulièrement. Donc, on peut pas appeler ça qu'un rejet. ouais, ouais, c'est plus fort que ça, ouais. Hmm. Ouais. Donc il avait une piètre idée de vous, en fait, hein, une piètre idée de ses filles, en fait. De la femme en général, je pense. De la femme en général. Et au niveau scolaire, comment ça se passait pour toi et comment tes parents voyaient le système scolaire? C'était quoi pour eux, comme dans certaines familles? Est-ce que c'était peut-être une éventuelle chance pour réussir? Est-ce que c'était un truc qu'il fallait faire et sans importance? Voilà. Ah non, Comment non, était vue l'école? c'était très important l'école pour mes parents, c'était une ascension sociale. Il Ouais, fallait, mon père
insistait sur le fait qu'on ait des bonnes notes pour le rendre en tout cas fier. C'était une fierté pour lui. D'accord. Fallait le rendre fier. Donc en ayant des notes, ça le rendait fier. Ce D'accord. mot, vous me faites honte, revenait souvent. Donc on avait besoin de le rendre, fallait le rendre fier, d'une façon ou Ouais, d'une autre. ouais, vous essayez de briller à ses yeux, quoi, comme tout enfant envers ses parents, quoi. Oui, mais là, c'était au-delà de tout ça. Moi, j'ai 4 enfants et puis ils n'ont pas besoin de briller pour. Voilà, je sais ce qu'ils valent. Je leur dis constamment que je suis fière d'eux. Ouais, Et quand ils commettent des. Voilà, si mon fils il a déjà apporté. Mon fils avait une phobie scolaire, donc je ne lui disais pas, écoute, tu es nul. Non, je lui disais, mais écoute, tu peux que croire en toi. ouais, Il ne voulait plus aller à l'école. ouais, Aujourd'hui, il a 20 ans, donc il ne voulait plus aller à l'école. Donc je ne l'ai pas forcé, mais je l'ai incité. Je lui ai dit, écoute, tu as besoin de ce bagage, essaye au moins d'aller jusqu'au bac. Après, on voit ce que tu fais, mais tu ne peux pas. Il voulait quitter l'école, c'était en quatrième, troisième. Donc, je ouais, voyais, il y avait une souffrance. Il allait à l'école, il me dit, maman, je vais à l'école pour te faire plaisir. Je dis, mais non, c'est pas pour me faire plaisir, c'est aussi pour toi, pour que tu sois fière. ouais, Arrivé en, il est arrivé en première, on a voulu le faire. Il devait aller en terminale. Donc, je suis allée voir l'éducation nationale pour dire, écoutez, mais il n'a pas les acquis. Il a 7 de moyenne, il ne peut pas. Il peut pas, c'est juste pas possible. Donc, je vais faire doubler sa première. En terminale, c'était compliqué, il ne voulait pas travailler, il avait un rejet de l'éducation nationale, il n'aimait pas l'école. ouais, tu l'aimes de manière inconditionnelle comme une mère et tu n'as pas eu cet amour inconditionnel du coup. Oui, et c'est pour prouver que je pense que si on dit à nos enfants qu'on est fiers d'eux, puis si on leur donne de l'amour, et puis si on leur donne de la force, ils peuvent y arriver. Donc j'ai eu la preuve avec mon fils qui avait 7 de moyenne en première, 6 de moyenne en terminale. Il est convoqué par le CPE, il m'appelle en urgence pour me dire, écoute maman, le CPE, ça se passe très mal. Il me dénigre, il me dit que je n'y arriverai jamais, que je suis là comme un touriste, que je prends la place de quelqu'un. Et donc je vais en catastrophe voir l'éducation nationale et je leur dis, mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire à un élève ou à un enfant, parce que ça reste un enfant, qu'il ne va pas y arriver. Laissez-lui sa chance, peut-être qu'éventuellement, il va vous surprendre. Il m'a dit après coup que le fait qu'il m'ait vu le défendre comme une lionne, comme une louve, ça lui a permis de croire en lui et il a eu son bac. Donc, c'était juste impossible il a eu son bac. Il a eu les félicitations de l'éducation nationale. Donc, je pense que quand on pousse nos enfants à croire à croire en ce qu'ils peuvent donner et prouver, ils peuvent que nous surprendre. Ouais, Et surtout, ne pas les rabaisser. J'ai toujours dit à mes enfants que vous auriez pu être toxicomane, peu importe ce que vous êtes, vous restez mes enfants, je serai toujours là pour vous. ouais. Et Ouais, ce tu as cet schéma-là, on ne amour. l'a pas eu. Oui, ce schéma-là, on ne l'a pas eu du tout. Ouais. Et du coup, quel a été l'impact sur toi, le fait de ne pas avoir eu cet amour? Tu as manqué de confiance en toi et ça t'a emmené Oh. vers quel déboire? La prison, dans un premier temps, Ouais. 4 fois. Je suis quand même allée 4 fois en prison. C'était Pas parce pourquoi? que, C'était pas pourquoi parce que tu que je me faisais prendre bêtement, parce que je ne savais pas, on va dire, feinter, parce que je m'en fous. Sincèrement, je m'en fichais. Ouais, Première incarcération à 18 ans et demi, donc j'arrive à la prison du Bordeaux à Bourges. Je ne sais pas, dans mon esprit, j'arrivais dans une prison américaine, donc les barreaux, l'horreur, les gens qui vous frappent. J'arrive dans un endroit, ça va vous paraître bizarre, mais beau, joli, c'était idyllique. Je trouvais ça apaisant. On me propose d'aller en promenade, je pense que c'est un bizutage. J'y crois pas. Et on me propose d'aller, je sais pas, cours d'informatique, je ne crois pas. Cours d'esthétique, je n'y crois pas. Je dis, le dentiste, je sortais de l'enfer. Il faut savoir que je sortais de l'enfer. Je suis descendue en enfer palier par palier. Et là, j'arrive dans un milieu où on prend soin de moi, où j'ai un toit sous la tête, où je peux enfin manger sans chercher dans des poubelles. Et je me suis reconstruite en prison. alors tu dis, j'étais dans une descente aux enfers, c'est-à-dire c'était chez tes parents, tu trouvais pas la nourriture qu'il te fallait, tu n'avais pas les soins qu'il te fallait, comment ça se passait? Non, ce n'était pas le cas. Donc, suite à notre fugue à Paris, mon père Ouais, nous a récupérés, nous a passé un savon. Le savon, je vous passe les détails. Ça a été hyper violent. Il nous a alignés. Il a demandé à l'une et il m'a demandé de cracher sur mon frère. Mon frère devait cracher sur ma sœur. C'était horrible comme supplice. Et en se crachant l'une sur l'autre, il fallait dire Hachemtini, tu me fais honte. ouais, Après, il nous a battus avec une corde. Ça a duré assez longtemps. Nous avons dormi dans la cave. Le lendemain, il nous a récupérés. Nous avons déjeuné. Il nous a dit, écoutez, je ne veux plus entendre parler de ni Madonna, ni Paris. Cette histoire, on met un terme à cette histoire, on n'en parle plus. ouais.
C'était juste un petit peu avant l'été. Donc, tous les étés, comme tous les Maghrébins de France, nous allons passer nos vacances au Maroc. Donc, nous passons nos vacances normalement. Nous visitons la famille. Mon père disparaît pour aller voir les prostituées. Donc, des vacances normales, entre parenthèses. Arrive le jour où nous devons entrer en France. Et là, mon père nous annonce, avec un air attristé, mais c'était un très bon comédien, que suite à notre fugue à Paris, les autorités françaises veulent nous placer dans les foyers séparés parce que nous subissions une violence chez mon père. Mon père n'acceptant pas ça, il nous fait croire qu'il va rentrer en France, prendre le meilleur des avocats et quand il aura trouvé une solution, en tout cas au niveau des autorités judiciaires, il pourra nous ramener en France. Nous y croyons. Hein. Moi, je m'inquiète de ne pas rentrer en cinquième, de pas Club Dorothée, je vais louper des choses, donc je ne suis pas plus inquiète que ça. Ouais. Il avait bien réfléchi. Donc, il nous laisse, il part. Un mois passe, 2 mois, un an qui passe. Donc, Mais c'est un un an où an, tu restes au Maroc avec tes sœurs je suis et restée ton 3 frère. ans, moi. Je suis restée 3 Ah, ans. d'accord. Je suis restée 3 ans. Donc, ils reviennent l'été comme d'habitude. Il nous fait croire que c'est compliqué, qu'il n'a pas assez d'argent pour les frais d'avocat, que la procédure est très complexe. Ouais, Il nous laisse et il repart. Et d'accord. ça dure 3 ans. 3 ans, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et pendant ces 3 ans, nous ne sommes pas scolarisés. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, pas d'école et du coup, tu Ah occupais à non, quoi tes journées là-bas? à faire le ménage, Ouais, on nous apprend à devenir la parfaite épouse au cas où quelqu'un viendrait demander notre main. On d'accord. nous fait clairement comprendre que si éventuellement il y a un monsieur, même s'il a 70 ans, là, c'est les coutumes, on doit se marier avec lui, c'est comme ça, comme ma mère a été mariée. Et Ouais, on entend ma grand-mère qui dit à des tantes à moi, ça devient compliqué, financièrement, elle mange beaucoup, on n'a pas d'argent, c'est vrai qu'on était une famille pauvre. Et elles sont mm, tellement laides que personne ne vient demander leur main. Et pour le coup, on a toujours eu cette autodérision avec mes sœurs à dire ben, c'est super, c'est magnifique, on est laide. Donc, sur le coup, on est content d'être laide, comme ça, personne ne vient demander notre main. ouais, Un événement se passe, on est à table, on est attablé. On attablé, on n'avait pas d'argent, donc on buvait du thé avec du pain. C'était le repas du soir. Et d'accord. on parle de Michael Jackson à la télé. Mm, Et ma sœur, ben, tout à fait naïve et tout à fait normale, nous regarde et nous dit Michael Jackson, et qu'est-ce qu'il est beau. Là, mm, elle se prend un coup de poing, une de ses dents tombe. Elle pleure toute ouais, la nuit. Elle pleure toute la nuit. Elle dit qu'elle a perdu sa beauté. Nous, autodérision, on rigole. On dit mais tu n'as jamais été belle. Parce qu'il faut garder cette autodérision pour essayer de s'évader un petit peu parce que c'était invivable. On manquait de tout, carence alimentaire, carence affective. On disait qu'on était des vagins sur pattes, qu'on était là pour procréer, qu'il fallait apprendre à manger, comment apprendre à satisfaire l'homme. On était relégué à un objet, en fait, un objet et sexuel. c'était selon toi particulier à ta famille ou particulier à la culture marocaine? Je ne peux pas parler de la culture marocaine en général, je peux parler de ce que j'ai vécu moi. Et je pense que c'est particulier à ma famille et c'est particulier au bidonville, Au bidonville du Maroc, du coup. au bidonville du Maroc, parce que j'ai vu mes Ouais, tantes avaient la même réaction. d'accord. Donc Donc, c'est un milieu socio-culturel du Maroc particulier, quoi. tout à fait, qui s'est pas encore émancipé. D'accord. Ok. Et donc du coup, ces 3 ans passent et du coup, comment tu rentres en France du coup? Donc, à la suite de ça, je dis à ma soeur qui s'est pris un coup de poing, je dis écoute, on peut pas, il n'y a plus aucune alternative, il n'y a aucune issue, il faut vraiment qu'on reprenne notre vie en main. J'avais quoi? J'avais 15 ans et demi. Et je Ouais, savais, je me dis, bah, ouais, perdu pour perdu, autant tenter quelque chose. Donc, ouais, on fugue au Maroc. C'est pas la même chose. Hein. C'est ouais, pas la même chose. Ah non, mais c'est pas la même. On se rend compte qu'on est du bétail, qu'il y a des loups qui nous courent après, mais des loups, c'est les hommes, mais ils nous courent vraiment après pour nous violer, pour nous attraper. Et on mange dans les poubelles, on va dans un restaurant qui était fréquenté par les Français du lycée Descartes, c'était un lycée qui était à Rabat. Donc on essaie de récupérer des repas dans les plateaux, on s'habille au Maroc, il y a des terrasses. Il y a des terrasses où les gens ils exposent leur linge propre, donc on prenait les vêtements, on volait les vêtements qu'on pouvait, donc on se pouvait retrouver avec une culotte de garçon, mais on essayait en tout cas de sauver les apparences et de paraître propre pour pas être agressé par les hommes à l'extérieur. ouais, La nuit, on se cachait dans les bosquets, une guettait, une dormait.
Ouais. Et ça a duré, ouais, ça a duré quelques mois. À la suite de ça, j'ai eu une maladie. Je ne savais pas ce que c'était. C'était un abcès à la base. C'était un petit bouton qui me faisait au départ mal. Ouais. Je ne pouvais pas être soignée. J'étais au Maroc, je dormais dans la rue. Donc, Ouais. au fur et à mesure, cet abcès gonflait. Et une fois que je suis rentrée en France, les médecins ont dit à ma mère, à 3 jours près, on l'amputait. C'était un début de septicémie. Ouais. Et du Donc, coup, donc, comment ça euh, s'est je- terminé, cette donc, on histoire fugue au de… Maroc. Donc, on fugue Ouais. au Maroc. Ma mère apprend que nous avons fugué. Donc, mon père l'autorise à rentrer au Maroc pour essayer de nous trouver. Lui, dans son esprit, s'il nous trouvait, c'était pour nous. Bizarrement, il savait, mon père ça disait à ma mère, écoute, elles sont dans la rue, forcément, elles ont été violées. Et Ouais. il y a une loi marocaine qui dit que il y a un arrangement entre la violée et le violeur. Ouais, je suis au courant. Pour, donc, la violée, ça lui permet de sauver son honneur et le violeur, ça lui évite de faire des années de prison. Donc, Alors, mon père, je crois que la loi a été révoquée récemment en 2013 ou 2014, je crois, pour avoir suivi un peu le truc. tout à fait, suite à Une une vague de jeune suicide, fille je qui a crois. été immolée Ouais. par le feu parce qu'elle ne voulait pas elle Se marier subissait avec des son viols. violeur. Oui, Ouais. elle subissait des viols répétitifs, donc elle ne pouvait pas admettre ça, donc a été immolée par le feu. Ouais, donc en gros, pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas au courant, jusqu'en 2013-2014, il faudra aller vérifier, je me souviens plus de la date, mais jusque-là, C'est ça. en fait, une femme marocaine qui était violée, eh ben devait se marier avec son violeur pour éviter la honte, puisqu'une femme violée au Maroc ne peut plus être mariée, et Tout à ça fait. évitait aussi au violeur la prison, et donc, si j'ose dire, tout le monde était content, sauf évidemment la femme qui devait passer sa vie avec son violeur. Tout à fait. Et Ouais, avoir des enfants avec son violeur et supporter son violeur. ouais, Donc à la suite de ça, ma mère apprend que nous avons fugué. Mon père l'autorise à rentrer au Maroc. ouais, Elle se renseigne, on lui dit on les a vus à gauche, on les a vus à droite, donc elle nous cherche sur les morgues. C'est horrible hein, pour une maman, elle nous cherche dans les morgues, elle nous cherche dans les hôpitaux. Elle arpente les rues, elle est dans un état lamentable. Elle dit, mais elle essaie de trouver un stratagème pour que mon père ne nous marie pas avec nos vieux. Elle le sait pertinemment que nous avons été violés. Ça ne peut pas être autrement. Au bout d'un certain temps, nous marchons, ma sœur et moi, dans les villes, dans une petite ville à Rabat qui s'appelle Agdel. C'est un ouais. quartier assez huppé. Donc nous marchons et le mektoub, moi j'appelle ça le mektoub, le destin, je ne sais pas ce que c'est. Nous voyons ma mère marcher devant nous. Mais nous ne la reconnaissons pas parce elle a vieilli. Elle est pas coiffée, elle porte une djellaba, elle regarde à gauche, à droite et là nous l'appelons et elle nous retrouve. Elle, et ce qui m'a étonnée, c'est pas, elle nous pose pas, elle est contente de nous retrouver, mais elle ne nous demande pas si nous allons bien. La première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que vous avez été violée? Ouais. Ça dit long sur l'importance de l'affaire, quoi. Tout à fait. Et sur le coup, nous avons honte. Hein. Attention, nous avons été violés et nous nous sentons coupables. Moi, j'ai culpabilisé pendant des années parce qu'on m'a dit, écoute, c'est un petit peu de ta faute, tu vas arrêter de te plaindre. Voilà, fallait pas fuguer, fallait pas ceci, fallait pas cela. Donc, tu arrêtes de nous embêter avec ça, de nous casser les oreilles. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but, mais du coup, pendant cette fugue, justement, eh bien, il y a eu une histoire de viol. Est-ce que tu peux, alors, voilà, pas rentrer dans les détails, puisque encore une fois, tout est dans le livre, mais voilà, nous dire un petit peu, là, dans quel contexte ça s'est passé, peut-être. Nous avons sympathisé avec des jeunes ressortissants français. Ouais, Leurs parents étaient médecins, avocats, opticiens. Donc, nous partageons la même culture. Nous aimions mm, les mêmes choses. Et il n'y avait aucune, mais vraiment aucune ambiguïté. Au bout d'un certain temps, nous buvions des verres le soir, des verres de thé. Hein. À l'époque, jamais bu d'alcool. J'en ai plus qu'après un verre en boîte de nuit, mais j'étais trop jeune pour boire de l'alcool. ouais, Et on ne trouvait pas d'alcool comme ça au Maroc. Donc on buvait avec eux, on mangeait, on faisait des pique-niques, tout se passait très bien. Ils ont su nous mettre en confiance. Et un soir, tout a dérapé, nous avons bu du thé. Et à notre réveil, j'ai vu que mon pantalon était baissé. Ma soeur également, et nous avons compris. ouais, ok. Et du coup, donc votre mère vous demande ça, et du coup, vous lui dites tout de suite, ou comment ça se passe? On ne lui dit pas parce que nous avons honte. Parce que Ouais, là, vous ça y pensiez que est. c'était de votre faute, en fait. Ah oui, on l'a pensé pendant des années. Donc on s'est dit, ça y est, là, c'est la dégringolade. Tout ce qu'on a voulu faire, là, on est vraiment, on est par terre. On est bonne à rien.
Ma mère nous menace de nous emmener voir un médecin qui peut nous ausculter gratuitement pour voir si notre si on a. Et là, on prend l'ampleur du truc, on se dit, ah, on lui avoue on lui avoue. Ouais. Elle nous regarde avec honte, elle est dépitée et on a senti une honte, mais vraiment une honte. Avant l'empathie. Il n'y a pas eu d'empathie. Il n'y a pas eu d'empathie du tout. D'accord. Non, du tout. Il y a eu de la honte, vraiment de la honte. Ouais. L'empathie, non. Ma mère, l'empathie, les gens, il faut leur apprendre à être empathique. Ma mère, elle ne l'était pas parce qu'on ne lui a jamais appris, parce qu'elle a toujours été violentée, parce qu'elle a été vendue comme une marchandise à mon père et elle a été. Ça a été compliqué aussi pour elle. Pour moi, la mère est une victime avant tout et mon père est une victime avant tout. Victime de leur culture, victime de ce conditionnement, de cet Ouais, ce sont des islam qui gens n'est qui ont pas. incorporé des règles sociales, quoi. Tout à fait, sans chercher à savoir plus, et puis on leur dit, et moi je disais à ma mère me disait, je sais pas, on parlait d'islam, mais ma mère me disait, c'est haram, c'est péché. Je disais, mais oui, je veux bien, mais pourquoi c'est péché? Elle me disait, ben, c'est comme ça. Donc Ouais. tu vis avec ça, donc tu sais que c'est péché, mais tu ne sais pas pourquoi. Comment tu peux Ouais. évoluer, comment tu peux avancer, tu ne peux, je sais pas, comment tu peux transmettre à quelqu'un les choses si tu ne peux pas, si tu ne sais pas pourquoi c'est péché. Donc on a Ouais. vécu comme ça. Ouais. Donc, ma mère, elle sait impérativement que nous allons plus revoir notre papa. En tout cas, pas au Maroc, parce que la loi, c'est la loi. Tout simplement, ma mère me dit, ben, c'est la loi, vous devez être mariés, mais on lui explique qu'ils étaient 8. Comment il y a 8 personnes que nous ne connaissons peut-être pas leur identité, leur prénom éventuellement, mais leur identité, non. Ouais. Qu'à ce moment-là, mon cerveau a occulté leur visage, que je ne me souvenais même plus de leur visage, parce que je pense que le cerveau a une capacité à effacer les choses, donc leur Ouais. visage, je ne le voyais pas. Ouais. Donc, ma mère parle avec sa tante et dit, bah, écoute, on ne peut pas les ramener à la maison, elles sont souillées, il faut trouver une solution. Ma mère pense à une de ses cousines qui est très moderne, qui a un fils qui est artiste peintre actuel, qui est connu dans le monde entier. Et elle lui expose la situation et ma tante nous accueille à bras ouverts. Sans préjugés, sans jugement, avec l'empathie, avec la peine, avec la douceur. Ouais. Donc ma tante est là, ma tante nous cache et ma mère fait l'aller-venue entre ma tante, sa cousine et mon père. Elle est très bonne comédienne. Elle dit à mon père qu'elle est inquiète, qu'elle nous a toujours pas trouvés, qu'elle le sait qu'il faut absolument impérativement nous marier parce que s'ils ne le font pas, ils sont hors la loi, qui risquent Ouais. des. Et elle lui fait croire qu'elle ne nous a pas trouvés, mais elle n'a aucune solution, aucune alternative pour nous ramener en France, parce qu'avant, les enfants mineurs étaient sur le passeport des parents, ou du papa Ouais. ou de la maman, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ouais. Et puis, il fallait l'autorité parentale pour que les enfants puissent quitter le territoire marocain, le territoire. Ouais. C'est comme ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite. Il faut un chaperon, il faut que un frère, un mari, un père donnent autorisation pour que la jeune fille puisse voyager. Ouais. Ma mère, je ne sais pas, à un moment de génie, elle se souvient que mon frère n'est pas venu. Cette année, mon frère n'est pas venu parce qu'il est venu en catastrophe, qu'il est parti en colonie de vacances. Il a 1 an de moins que moi, il est sur son passeport. Elle me voit souffrir. Je dépéris. Je commence à sentir très mauvais parce qu'il y a du pus autour de mon abcès. Elle trouve un médecin en urgence pour m'opérer. J'appelle ça un vétérinaire, mais pas un médecin. Donc, elle la trouve, elle lui donne ses bijoux. Tout ce qu'elle a en sa possession, elle lui donne pour qu'elle puisse me sauver parce que j'étais dans un état, j'avais perdu beaucoup de poids, je ne mangeais pas et je dépérissais vraiment. Donc, ce Ouais. Donc ta mère charlatan, avait l'air de quelqu'un de dur, mais qui quand même tenait à toi. Même si elle ne le montrait pas, même si elle n'avait pas des réactions normales, en fait, on va dire, mais peut-être avait-elle quand même un. de la compassion en tout cas. Elle voit son enfant Ouais. souffrir. Je pense que même un animal qui voit son enfant souffrir, il a de la compassion. Donc, elle a eu de la compassion. Ouais. Elle ne voulait pas, elle voulait pas me voir mourir, ce qui est juste normal pour une maman. Ouais. Donc, oui. Donc elle trouve un charlatan qui dit qu'elle est docteur, une nana très classe, très moderne, un brochine, un tailleur. Donc, elle arrive. On me met sur une table dans le salon de la cousine de ma maman. Moi, dans mon esprit, je suis française, je suis née en France, donc j'ai la double culture. Donc, elle m'enlève mes vêtements, elle me dit, je lui pose la question, est-ce que vous avez m'anesthésié?
Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, bizarrement, elle dit à ma mère de me tenir les mains et une de mes soeurs de me tenir les jambes. Je me dis, mais pourquoi? Elle me met un produit au niveau de ma jambe. J'apprends plus tard que c'est du sérum physiologique Oh là là. qui D'accord. est censé, oui, c'était peut-être l'effet placebo, je ne sais pas ce qu'elle avait essayé de faire, je ne sais pas du tout. Et Ouais, là, elle sort un scalpel, un vieux scalpel d'une boîte, pas désinfecté, rien. ouais. Elle met un coup. Et là, je Oh tombe là vraiment et là, je tombe dans les pommes. là. On me réveille, on m'emmène à la douche, on me lave, j'ai du sang partout. Elle me ramène, elle me dit, elle me met un produit dans l'orifice, parce qu'il y avait un orifice au niveau de ma jambe, elle me met des pansements. Elle me donne de l'aspirine, elle me dit, maintenant, c'est à toi de gérer, donc tu te soignes comme tu peux, et puis ça va aller. Ouais. Ouais. Je souffre, mais je souffre réellement. Et mon état dépérit. Et je sens encore plus mauvais. Et je vois les compresses à l'intérieur qui commencent à avoir une couleur et une odeur. C'était très, très inquiétant. Ma cousine dit à ma mère, la cousine de ma maman lui dit, écoute, c'est pas que je ne veux pas la garder, mais là, elle est en train de réellement mourir. Il faut trouver une solution. Il faut trouver. Elle dit, mais je n'ai aucune solution au niveau des. Elles sont recherchées par la police. Il y a leur signalement au niveau des frontières parce que mon papa avait signalé qu'on avait fugué. Ouais. Et ma cousine lui dit, écoute, il faut usurper l'identité de quelqu'un, il faut trouver une solution, mais il faut la rapatrier en urgence. Ouais. Et là, il parle du passeport de mon petit frère qui a un an de moins que moi. Et il y a eu un moment de génie où ma mère s'est dit, bah, c'est le moment, il faut que je la rapatrie. Et maintenant, c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, je vais la rapatrier pour qu'elle puisse en tout cas être soignée et puis la sauver. Donc là, on me coupe les cheveux très, 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 très courts. On me plaque la poitrine, on me met une ceinture de karaté. Et on commence à me briefer. On briefe mon petit frère Mustapha, on briefe ma petite sœur Souel en leur disant c'est plus Amal, elle ne s'appelle plus Amal. Donc si on Hmm. te dit où est ta sœur, elle n'est pas là. Elle s'appelle Farid. Comment tu dois l'appeler? Il dit Amal, il se trompe parce qu'il est tout petit, mon petit frère. Donc elle lui dit non, non, c'est Farid. Donc il nous briefe pendant un certain temps et là, on prend un car. C'était comme les bus de maintenant ou les Flixbus. On prend un car, Ouais. on arrive à Tanger. On a un premier contrôle au niveau douanier. Je suis vraiment mal. Hein. Mon frère me tient, ma mère me tient. Je déambule. Je ne ressens plus à rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. Premier contrôle douanier se passe bien. Donc, on monte dans le bateau. C'est la traversée d'Algeciras. Et là, on doit arriver en Espagne et on traverse l'Espagne pour arriver enfin en France. Hmm. Nous montons dans le bateau. On voit le douanier revenir vers nous. Il a un petit doute. Il regarde encore les passeports. Et ma mère se, commence à avoir un élan d'émancipation. Elle lui dit, écoute, je suis seule, certes, je suis avec mes enfants, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Donc, elle reprend le passeport d'une façon très hautaine et le douanier, là, ça l'a mis mal à l'aise, donc il est reparti. Ouais. Je me souviens du voyage toujours moi, ma mère qui m'épouse le front, je ne mange pas beaucoup. Et j'arrive enfin chez moi, mais vraiment. Et là, j'ai une montée d'émotion, de délivrance, et je ne rentre pas, je ne rentre pas chez moi. Déjà, je n'ai plus de chez moi parce que mes parents, entre-temps, ma mère l'avait quitté, avait fait les démarches pour le quitter. Donc, nous avons été accueillis dans un foyer de femmes battues. Ouais. Je ne vais pas dans ce foyer, je vais directement à l'hôpital, l'hôtel Dieu de Bourges, l'hôpital où je suis née. J'ai failli mourir. C'est juste. Et là, les médecins, c'est juste un cas d'école. Hein. Les médecins autour de moi qui crient, mais c'est pas possible, c'est pas des compresses qu'elle a à l'intérieur, ça sent mauvais, ça pue, c'est infecté. On m'opère en urgence, on me garde 10 jours et à la sortie, on dit à ma mère, écoute, à 2 jours près, ces petits cellules, on l'a amputé. Donc Ouais. cette jeune fille revient de très, 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 très loin. Ouais. Et du coup, ta mère, pourquoi s'est-elle séparée de ton père à cause de la violence, à cause de… Elle savait que nous ne pouvions plus vivre avec lui. Nous, en tout cas, nous, Ah, d'accord. les filles violées ne vivent pas avec leur papa alors qu'il veut nous marier. Elle a désobéi. Sachant qu'elle Ouais. avait désobéi, elle savait que. Donc, elle avait déjà entrepris les démarches au Maroc auprès du consulat et de l'ambassade de France pour qu'ils Ouais. puissent trouver un placement, une place Ouais. en urgence. Ouais. Chose qui a été faite. Ok. Et du coup, comment tu te relèves de ça, toi? Comment les mois, même les semaines, les mois, comment tu te relèves de cette péripétie? Parce que c'est quand même un truc énorme. Il y a des gens qui se relèvent jamais de ça. Au début, je suis en convalescence, donc je culpabilise parce que je mange. Et je sais qu'il y a 2 de mes sœurs qui sont encore au Maroc, elles sont dans des conditions lamentables, elles sont insultées, elles vivent, voilà. C'est très compliqué, puis il n'y a aucune issue pour les ramener.
Ouais. Donc, je culpabilise, je suis en convalescence. J'ai honte. J'ai vraiment honte parce que j'ai échoué. Le fait de fuguer, c'est une chose, mais le fait d'avoir été violée, c'en est une autre. Je sais que voilà, j'ai échoué à ce niveau-là et que l'honneur de ma famille n'est pas sauvé. Hmm. Donc, me reconstruire, non, je ne suis pas dans une reconstitution, je suis dans une reconnaissance. Ouais. Je vis avec ma mère qui va dans un foyer de femmes battues, avec des femmes battues autour de nous. Ouais. Il y a mon petit frère qui a 5 ans, même pas. J'ai ma petite soeur sous elle et ma mère manque de tout. Et je me dis, en la regardant, je me dis, mais cette femme est magnifique, cette femme est géniale, il faut que je lui rende au centuple ce qu'elle a fait parce qu'elle m'a sauvé la vie. Mais comment lui rendre alors qu'on n'a rien? Hmm. Donc là, je commence à voler pour acheter en tout cas son amour. Et je commence à lui amener tout ce qu'elle demande, tout ce que mon petit frère veut, tout ce que... Et je suis dans cette optique-là, la reconnaissance. Ouais. Et c'est ce qui te mène en prison au final à 18 ans, comme tu nous le disais tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait, Ouais, tout à d'accord. fait. Et À trois du coup, reprises après. à 3 reprises après. Et du coup, la dernière fois que tu étais en prison, c'était à quel âge et pourquoi c'était la dernière fois? Parce que j'avais envie de fonder une famille. J'avais besoin de briser ce cercle Ouais, morbide où j'aimais pas, je n'aimais pas, je n'aimais pas les gens. J'avais grandi dans un milieu où il fallait être antisémite, dans un milieu où il fallait être homophobe, dans un milieu où il fallait être raciste. hmm, Et ça ne me convenait pas, ça ne me parlait pas. Je ne suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un de très tolérant. J'aime tout le monde. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas homophobe. ouais, Et, fallait trouver un moteur pour casser tout ça. Le moteur, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, j'ai eu ma première. Et je voulais absolument que mon premier enfant soit une fille. C'est bizarre, hein, mais je voulais que pour conjurer le. Ouais, pour conjurer ce mauvais sort. Donc, j'ai eu une première fille qui s'appelle Inès, qui a maintenant 23 ans et qui est juste une guerrière, quoi. Une guerrière qui ne se laisse pas faire, qui sait ce qu'elle veut, jamais un garçon ne va la frapper, jamais un garçon ne va lui dicter ce qu'elle ne veut pas faire. ouais, Elle n'a besoin réellement de personne. Et je ouais. pense qu'elle a réussi. Elle part Ouais. faire le tour du monde là au mois d'août. Donc c'est juste, voilà, elle a toujours cru mes enfants ont toujours cru en leur rêve. Je Hmm. leur ai toujours dit que rien n'était impossible, qu'il faut toujours y croire, que même si c'est compliqué, même si voilà, je leur dis, je suis la preuve vivante que bah, je mangeais dans les poubelles. On devait me marier. Aujourd'hui, je ne serais pas là pour en parler parce que si on m'avait mariée, forcément, je me serais suicidée. Mais forcément. Hmm. Parce que tuer mon bourreau, est-ce que j'en avais la force? Je ne pense pas, mais me suicider, oui. Et du coup, ça, c'est des choses, les mariages forcés, c'est des choses qui se pratiquent encore régulièrement, du coup, dans les classes pauvres du Maroc. Oui, 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 Ouais. oui, oui, oui. Et du Il coup, y a eu toi, une tu. loi qui s'appelle la Moudawana marocaine. C'est une Ouais, loi qui recadre un petit peu les droits, les privilèges et les droits des femmes. ouais, Donc, a priori, c'est une loi, ça s'appelle la Moudawana. ouais. Les mineurs n'ont pas le droit de se marier avant 18 ans. Hmm. Donc, normalement, une jeune fille qui a moins de 18 ans ne doit pas se marier. Ouais, Le divorce est autorisé, ce qui n'était pas le cas avant. L'autorité parentale est exercée par les deux parents, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a eu des avancées. Mais ces avancées-là, les gens qui habitent dans les bidonvilles, c'est pas arrivé jusqu'à eux encore. ouais. Ouais, on sait que les mœurs ne suivent pas toujours les lois tout de suite, ouais, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Il faut un certain temps. ouais, c'est clair. Et du coup, toi, tu nous dis que tu as ce rêve, cette envie de fonder une famille, de fonder un foyer, et c'est ça qui te sauve de cette vie, en fin de compte. Oui, ça a été mon moteur, mais réellement. Parce que Ouais, j'étais dans une dégringolade. Je disais au juge que Madame Alatrassi, calmez-vous, vous allez clairement, je me fichais d'aller en prison. ouais, C'était un endroit qui m'apaisait, la prison. ouais, Et, et c'est la prison qui m'a permis en tout cas de me libérer, parce que c'est en prison que j'ai commencé à avoir l'envie d'écrire. ouais, Donc c'est assez paradoxal. ouais. Je me suis retrouvée en D'écrire et prison. de raconter ton histoire, peut-être, du coup. Tout à fait. Quand on arrive à la première incarcération, on est jeune détenu, donc on est reçu par le service pénitentiaire, donc le directeur, l'assistante Hmm. sociale, le dentiste éventuellement, et le psychologue. Et le psychologue essaie de savoir si on est quelqu'un de suicidaire ou pas et comment on vit l'incarcération. Ouais, Elle voit que je suis stoïque,
que je réponds gentiment à ses questions, mais que je lui dis, écoutez, c'est un endroit idyllique, mais elle ne comprend pas que je lui dise que cet endroit me plaît, que je n'ai aucun problème, je peux y revenir sans aucun problème, que j'ai à manger, que je ne subis pas de violence, que je ne manque de... Elle ne comprend pas, elle me dit, elle voit que je ne suis pas prête en tout cas pour me livrer parce que j'ai honte, je ne veux pas dire aux gens. Personne ne savait que avant la sortie de mon livre, personne ne savait que j'étais une fille violée. Mon conjoint éventuellement, mes enfants étaient trop jeunes, mais dans mon cercle amical, personne ne le savait. Et c'est des choses que je gardais pour moi. Donc elle me dit, écoutez, Madame Alatraci, écrivez. Ouais. Ça va être un exutoire, ça va être thérapeutique, mais je ne comprends pas le mot thérapeutique, je ne comprends pas ce que veut dire exutoire, je ne comprends pas, j'y crois, et surtout je n'y crois pas. Je dis, non, c'est pas en écrivant sur un cahier que ça va me faire, c'est pas possible. Et je me rends compte qu'en écrivant, ça me fait plus de mal qu'autre chose, hein, parce que c'est très compliqué de ressasser le passé, de réécrire, et puis au départ, c'est décousu. J'écris des mots, j'écris Maroc, j'écris viol, j'écris Madonna, j'écris dents cassées, j'écris des choses c'est très, très violent. Et puis ça commence à faire son petit chemin. Et j'y pense, mais sans y croire. Parce que je sais que c'est Lily. Pour moi, c'était Lily qui devait écrire. Que j'avais pas le réseau, je ne savais pas comment contacter une maison d'édition, je ne savais pas comment faire, donc je n'y croyais pas. Mais je l'avais en tête. Ouais, tu l'avais en tête. Et du coup, comment tu t'es sorti de cette honte justement du viol alors peut-être que c'est pas encore tout à fait le cas, je sais pas, tu nous diras. Mais comment tu t'es sorti de cette honte et comment tu as réussi à comprendre qu'en fait, c'est pas à toi d'avoir honte? Grâce à l'écriture de mon livre qui a été vraiment thérapeutique. Mais réellement, Ouais, le fait ouais, d'écrire ce livre, de souffrir pour l'écrire, parce que ça a été une réelle souffrance. J'ai perdu du ouais, poids en l'écrivant, j'ai pleuré, je voulais pas continuer. Je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et je me rendais compte que ça m'enlevait un poids, que grâce à ça, je m'émancipais, que je prenais confiance en moi, que j'étais invisible avant. Hein, quand j'étais avec des gens, et puis je posais une question, et puis on ne m'écoutait pas, je n'osais pas répéter la question. Je ouais, bégayais, j'étais très. Je ne m'aimais vraiment pas. ouais, Et donc, plus j'écrivais, plus ça me faisait du bien. Et plus, à la sortie du livre, j'ai donné beaucoup de conférences. Je suis intervenue dans les collèges, les lycées. J'en ai parlé ouvertement. ouais, J'ai senti de la compassion. Et j'ai ouais, senti dans le regard de l'autre que ce n'était pas de ma faute. ouais, Mais ça a été un long, long chemin. C'était un long cheminement. Ça ne s'est pas fait comme ça. ouais. Et du coup, justement, à la sortie de ton livre, enfin, la sortie de ton livre a posé quelques problèmes à ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? On pose encore, manifestement. On a posé et on pose encore. Ouais, Mais le fait de parler de ma vie intime, de mettre mais je le savais, je l'ai mis en quatrième de couverture, donc c'est des choses que je savais. Mais je pensais qu'on allait s'en prendre à moi, ouais. Je qu'on l'afficherai là, allait. la quatrième de couverture, pour que tout le monde puisse la voir. Mais ouais, D'accord. vas-y, dis-nous, pardon. Je savais que j'allais y perdre des plumes, mais je pensais qu'on allait m'attaquer moi, personnellement, Hmm, mais pas qu'on allait comment dire, que mes enfants allaient se trouver du jour au lendemain amputés de certains membres de leur famille. hmm. Ma fille Inès était très fusionnelle avec ma mère. C'était sa mamie. Elle dormait avec elle, elle faisait les courses avec elle, elle allait en forêt avec elle, elle la voyait tous les week-ends. Ouais, Sauf qu'à la sortie du livre, ma mère a disparu. Tout simple, disparu. Aucun de mes enfants n'a de contact avec les membres de ma famille. Aucun. Donc je trouve la, ça dommage. Je trouve ça très dommage. J'ai ouais, un frère j'ai la un honte est frère un qui est moteur très puissant. ouais. Ouais, Mais ouais, pourtant, il n'y a rien, je sais pas, les gens l'ont lu, me disent, il n'y a rien il y a rien dit. Ok, tu parles de ta vie, c'est ma vie, c'est mon parcours de vie. Et dans mon parcours de vie, bien évidemment, je vais intégrer mes frères et mes sœurs. bah Je ne oui, peux c'est pas partie de parler, ton histoire. Ouais, tout ouais, à fait, je ne peux pas parler que de moi. Et j'ai malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment l'interpréter, un frère qui est médiatisé. Et ce frère qui est médiatisé, malgré qu'on l'ait élevé dans un climat matriarcal, il y a eu un bug à un moment donné, je ne sais pas lequel, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il a un comportement patriarcal, un comportement misogyne, il est violent avec les femmes, il rabaisse constamment. alors, on parle de Et Mustapha El Atrassi, le comique, hein, c'est ça? oui, tout à fait, c'est pas, il suffit de faire des recherches sur Google et vous verrez qu'il voilà, il y a eu des plaintes pour violence contre lui, je ne l'invente pas. Ouais.
Et moi, voilà, moi, c'est mon petit frère. Voilà, je vais essayer. Pour moi, c'est une lettre d'amour que je lui ai écrite dans ce livre. Il n'y a pas de violence, il y a pas je ne le Hmm, dénigre pas, je dis que des belles choses sur lui. Et c'est ben, il n'a vrai. pas perçu comme ça, il ne l'a pas du tout perçu comme ça. Ouais, Et il a mobilisé son réseau, et son réseau est grand ouais, pour tout simplement me faire bannir de certains plateaux, de beaucoup de plateaux télé en France. ouais, Donc la promotion est très compliquée. ouais. Je serai une nana lambda, je ferai ma promotion ben, tout simplement comme tout, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc je me bats plus, je me bats, mais pas à armes égales. Et puis je continue à essayer de faire exister l'ouvre musulmane. Ouais, puis en France, il y a quand même aussi cette histoire de gauchistes qui aiment bien que les personnes originaires du Maghreb rentrent dans leur idéologie de la pauvre victime qui est victime des méchants racistes blancs. Et si tu commences à parler un petit peu de ce que tu as subi en violence intrafamiliale, ça colle pas avec leur discours et donc du coup, ils ont peut-être aussi moins envie de t'inviter. Enfin, moi, je perçois souvent ça dans la sphère médiatique aussi. Ah, c'est possible, mais moi je suis pas une, déjà, je pense pas être une victime, loin de là. Non, carrément pas. Non, non, carrément pas. Justement, c'est pour ça que tu leur vas pas. Et je ne suis pas là à dénigrer le blanc, je suis française, donc je ne vais pas dénigrer ce que je suis. Ouais, La France, c'est ma patrie. J'ai deux patries, la France et le Maroc. C'est comme mes deux parents. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir un des deux parents, c'est juste pas possible. ouais, La France m'a beaucoup apporté, apporte beaucoup à mes enfants. On vit dans une sécurité, on a la meilleure couverture sociale d'Europe ou du monde, je pense. ouais. Donc, je ne peux pas critiquer, non. Je suis mauvais, non. Avec moi, surtout, non, je ne peux pas. Je ne vais pas critiquer. Non, c'est comme si je me critiquais moi-même. Je suis française, donc je peux pas aller dans un plateau de télé pour critiquer et l'islam, et la France, et les Blancs, et le racisme que je subis. Je ne subis aucun racisme. Donc, non, non, Mm, non. mm. Je pense que le racisme, on le subit, certes. Je ne dis pas que que ça n'existe pas. Je ne dis pas que les gens des quartiers ne le subissent pas. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de tout ça. Oui, tu subis du racisme. Oui, quand on est dans un quartier, ça, je ne dis pas. Oui, nous n'avons pas les mêmes chances. Oui, nous n'avons pas les mêmes départs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est à toi d'aller au-delà et de prouver. Tu vas en faire peut-être deux fois plus, mais tu restes pas dans ton. Tu essaies de prouver les choses et tu avances. Et il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir. Et c'est ce que je leur dis, moi, parce que je vais dans les quartiers, je vais boire des cafés dans des PMU, je côtoie ces gens-là. Et c'est vrai qu'ils sont dans un schéma qu'ils ont baissé les bras. Ouais. Certains sont là, et puis leur perspective, c'est de vendre du shit. C'est leur Ouais, seule perspective. victimisation et compagnie, les font se replier sur eux-mêmes et sur des. On leur dit que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils n'y arriveront pas. Donc ils Tout à essayent fait. même pas. Ouais. Voilà. Et puis dans leur milieu, on leur dit aussi, peut-être que dans leur milieu, leurs parents ne sont pas là à les pousser. Je ne sais pas, je ne parle pas de tout le monde, je ne généralise pas dans tout. C'est une petite partie des quartiers, c'est une minorité, c'est pas tout le monde dans les quartiers. Dans certains Ouais, mais quartiers, on trouve des je perles. viens moi-même de ce milieu et j'ai constaté les mêmes choses que toi, y compris pour moi d'ailleurs. C'est. Voilà, c'est compliqué, c'est très Ouais, compliqué. ouais, ouais. Mais c'est à nous de nous booster, de nous prouver, d'y aller, et puis on y arrive. Quand on veut vraiment y arriver, on y arrive, Ouais, et puis beaucoup y arrivent, on a tendance à bien évidemment. l'oublier en plus. Ouais, ouais, Certains footballeurs, ouais. certains acteurs, certains artistes. Oui, mon frère est Et issu des comment, quartiers. comment, comment tu es arrivé à avoir, toi, alors, tu nous as en partie répondu, mais je te repose la question pour que tu puisses préciser, mais où tu as puisé cette force, encore une fois, je le répète, des femmes qui subissent parfois moins que toi s'effondrent. Comment tu restes debout, tête haute, à encore être une vaillante pour tes enfants, à être une vaillante pour ton livre, pour tes combats, pour les convictions que tu penses être les tiennes? Comment tu l'as puises où cette force? Certains appellent ça la résilience. Ouais, Sincèrement, j'ai besoin de voir dans le regard de mes enfants de la fierté. ouais, Donc, c'est vraiment mes enfants, mes quatre enfants qui me donnent la force d'avancer. ouais. Vraiment. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps en EHPAD, Mm. chez un groupe coréen. Et je faisais un 20 heures, 25 heures par semaine. Et j'ai mon fils qui a 20 ans, Nassim, qui me dit, maman, je sais pas, ça me rend triste que tu travailles. Mm. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça, mon cœur? Comment ça te rend triste? Il me dit, parce que si tu travailles, tu mets tes projets de côté. Et du coup, tu vas être moins acharnée et moins vaillante à aller défendre les choses que tu dois défendre. Et j'ai peur que tu baisses les bras. Et je dis, non, mon cœur, tu sais bien que ce n'est pas dans mon tempérament. Je ne baisserai jamais les bras, quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout, Ouais. j'irai jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. À faire adapter mon livre au cinéma. Là, je suis en train d'écrire le tome 2.
à me dresser contre tout, parce que j'en ai subi des insultes hein, sur les réseaux sociaux au départ quand le livre est sorti, parce que les gens s'arrêtent au titre Louve musulmane. Donc, Ouais. encore une nana qui insulte l'islam, voilà, des insultes. On m'a menacé de me jeter de l'acide, on m'a menacé de me violer, on a menacé de me. Les menaces, c'était horrible et je ne comprenais pas pourquoi les gens me menaçaient comme ça. Donc, j'ai essayé de débattre avec eux. Je leur dis, mais Ouais. en aucun cas, je ne critique l'islam. Mais quand bien même, je vis dans un pays libre et si j'ai envie de critiquer, je critique. Le blasphème n'est pas un délit, on a le droit, si j'ai envie, j'ai le droit. Et donc, ça a été très, très mal perçu. Hein. Ça a été compliqué à la sortie du livre, très, très compliqué. Ouais. Ouais, on le voit bien, hein, tous les livres qui sortent et qui sont sur ce thème-là et qui sont un tant soit peu critiques, hein, comme la société française peut l'être aussi, hein, mais en tout cas, toutes les cultures sont critiquables et toutes les cultures ont des travers. Bien Et on voit évidemment. bien que dès qu'il s'agit de la culture arabo-musulmane, enfin, il y a une violence inouïe qui se déchaîne, hein, et tu n'es malheureusement pas la seule, mais peut-être que toi, en plus, tu es toute seule, donc ça aide pas. Et, non, et en plus, à côté, on se heurte à un mur parce qu'il n'y a pas d'argument concret. C'est le serpent qui se mord la queue. Ben, on t'insulte, certes, mais tu ne sais pas pourquoi on t'insulte. Et quand tu essaies de débattre, il n'y a pas de débat possible. Ouais, Et ça, bon, je l'ai plus vécu en France. J'ai plus reçu d'insultes des gens qui habitent en France qu'au Maroc. Au Maroc, le livre a été super bien accueilli. J'ai fait les plus gros médias marocains. J'ai eu beaucoup de papiers au Maroc. J'ai pas eu de soucis au niveau marocain, en tout cas. Mais en France, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup, femmes et hommes. Hein. Et tout ouais, milieu confondu, musulmans, pas musulmans, athées, c'était tout et n'importe quoi. Un déchaînement, mais un déferlement de haine. Je dis, ouais, mais... ouais. Et au début, tu sais pas, donc tu réponds. Et puis ma fille me dit, mais maman, elle ne répond même pas, en fait. Tu signales et puis voilà. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Eh ben, cette force que tu as en toi est quand même incroyable, hein, que tu continues à te battre comme ça. On a bien compris que tes enfants étaient ton moteur principal. C'est Ah, tout à fait. Tout à fait. pour une mère, il y a rien de plus beau, je trouve. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ton témoignage vraiment courageux, parce que ça, C'est c'est gentil. pareil. Pour se livrer dans un livre, c'est une chose, mais pour se livrer à l'oral et en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Bien Donc, sûr. bah, je te remercie pour ta franchise. Je te remercie également pour ce courage qui est le tien. Je te Tu, remercie également. Merci beaucoup. pour moi, tu es vraiment une louve, hein. Je ne sais pas, musulmane après, ça ne me regarde pas, mais tu es vraiment une louve, ouais, ça c'est clair. Oui, louve, oui, musulmane. Après, c'est chacun pense ce qu'il veut. Puis la religion, elle se vit là, Exactement. pas ailleurs. Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, je te remercie de cet échange et évidemment, eh Merci à bien, toi. j'enjoins tous ceux qui nous regardent à aller lire ton livre. Euh, je ne suis pas vraiment fan, ceux qui me suivent sur la chaîne le savent, je ne suis pas vraiment fan des témoignages, mais alors celui-là, vraiment, allez le lire parce que c'est vraiment un témoignage qui montre qu'une personne peut, ouais, c'est ça, tu as utilisé le terme tout à l'heure, peut avoir de la résilience, c'est-à-dire que tu as vécu quand même des traumatismes très puissants dont certains ne se relèvent jamais et tu t'en relèves avec maestria, j'ai envie de dire, et franchement, bah, ça fait plaisir, même si tout le long du livre, on est un peu mal à l'aise, on est empathique pour toi, on se dit mais c'est pas possible, comment ça peut exister encore ça mais quand on voit comment tu t'en es sorti, voilà, ça nous met face à souvent ce que je dis, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à être vraiment quelque chose d'horrible, mais à être quelque chose en même temps de très très beau. Et c'est un petit peu la leçon que j'ai tirée de ton livre. C'est gentil, merci infiniment. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci à toi, Amal El Atrassi, pardon. Merci beaucoup, Cyril.